Merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Matin Libre Télévision. Voici donc le sommaire du journal. Le sélectionneur des Guépards du Bénin, Garnet Aurore, a rendu publique sa liste de 25 joueurs convoqués pour la phase africaine des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les cadres sont bel et bien présents. Le technicien allemand explique ses choix. À Cotonou, le déguerpissement des abords de la lagune change le quotidien des pêcheurs. Entre perte de repères et difficultés économiques, ils appellent à des solutions pour relancer donc leurs activités. Voilà donc pour le sommaire, le développement est à suivre absolument. Une fois n'est pas coutume, bien sûr, démarrons cette édition par le sport. Le sélectionneur des Guépards du Bénin, Garnet Aurore, a dévoilé sa liste de 25 joueurs retenus pour la phase africaine des éliminatoires de la Coupe du Monde. Sans grande surprise, les cadres de l'équipe répondent présents. Il revient sur ses choix et l'état d'esprit qui anime son groupe. Donc la liste, comme vous avez vu, il y a 25 joueurs. Il y en a un qui est suspendu pour le premier match. C'est Dodo Doku. Il avait 2 cartons jaunes, donc il ne peut pas faire le premier match, mais il pourra faire le deuxième. C'est d'ailleurs également le cas de notre adversaire qui a fait aujourd'hui même une liste de 24 joueurs où Mounetsi est dessus, très bon joueur de Wolverhampton, et qui est également suspendu pour le premier match contre nous et qui pourra faire le deuxième match par contre. Voilà, donc vous avez vu qu'il n'y a aucun nouveau joueur. Tous ceux qui sont sur cette liste ont déjà été sélectionnés un jour ou l'autre avec moi. Par contre, il y a des revenants. Il y a 5 joueurs qui n'étaient pas là contre le Maroc, dernier match amical, et dans le stage que nous avions fait ici. Vous vous souvenez, fin mai, on s'était regroupés ici pour faire un stage, pour ressouder un peu l'équipe, le groupe, avec aussi des actions sociales, avec des actions également pour visiter des sites historiques du Bénin, tout ça pour avoir un esprit de groupe et aussi un souci de faire connaître un peu l'histoire du pays à ceux qui ne connaissent pas, qui ne sont pas nés ici et qui ne connaissaient même pas l'histoire de Ouidah par exemple. Donc ce stage s'était bien passé. Le match du Maroc était très intéressant, un match qui nous a donné beaucoup de satisfaction, mais il nous manquait des attaquants qui sont de retour. Comme vous le voyez, nous avons le retour de Trossine Ayegoun qui a joué un dernier match avec Lorient en marquant un but, en faisant honneur à l'ancien qui nous a quittés. Et Andrea Suntonji qui a également commencé en Bundesliga avec un but marqué et qui fait un bon début de saison. Donc ils seront de retour. De retour également un joueur comme Rodrigue Kossi, qui a signé à Agadir, au Maroc, dans un bon club et qui a fait une bonne préparation. Nous avons également le retour de joueurs comme Huntonji Cédric, qui n'était pas là. D'ailleurs, les 2 derniers regroupements, ils nous avaient manqué. Et Rachid Moumini. Voilà. D'ailleurs, ce sont des joueurs qui ont changé de club. Comme vous avez tous suivi un peu l'intersaison, qui n'est pas encore terminée, il y a eu 13 transferts sur cette liste 25. 13 joueurs qui ont changé de club. Ces joueurs qui sont là sont dans un club actuellement et font des entraînements. Parce que certains, officiellement, n'ont pas encore signé dans un club, voire sont en situation de qualification. La période de distribution des attestations de bac 2025 est connue. Quelques semaines donc après la proclamation officielle des résultats, les nouveaux détenteurs du premier diplôme universitaire du Bénin sont conviés donc à aller retirer leurs attestations. Plus de précision avec Kamash Eke. Après l'annonce officielle des résultats du baccalauréat, vient désormais l'étape de la distribution des attestations. Du 8 au 13 septembre prochain, les nouveaux bacheliers sont attendus dans les centres retenus à travers le pays. Chaque département a son point de référence avec une journée spéciale réservée aux retardataires. À Kandi pour l'Alibori, à Parakou pour le Borgou, à Natitengu pour l'Atakora, à Djougou pour la Donga, à Boycon pour le Zou,
ou encore à Cotonou pour le littoral. L'opération est lancée partout. Pour retirer leur attestation, les candidats doivent se munir d'une photocopie simple de leur relevé de notes, d'une pièce d'identité en cours de validité et du bordereau de demande en ligne disponible sur le site www.service.bac.bj. La demande doit obligatoirement être faite au plus tard la veille du jour programmé pour chaque jury. Avec ce dispositif national, les autorités entendent assurer une distribution ordonnée et rapide afin de permettre aux nouveaux bacheliers d'entamer sereinement leur démarche pour l'université ou le monde professionnel. Voilà, je l'annonçais, un titre à Cotonou, le déguerpissement des abords de la lagune a profondément bouleversé la vie des pêcheurs entre perte de repères et difficultés économiques. Ces hommes et femmes attendent désormais des solutions concrètes pour relancer leurs activités. Reportage signé Sabine Kipade et Toussaint Bossa. Après le déguerpissement des abords de la lagune, la vie des pêcheurs n'est plus la même. Privés de leurs repères, beaucoup tentent encore de s'adapter à une réalité nouvelle, faite d'incertitudes et de perte de revenus. Pour le syndicat des pêcheurs, les conséquences sont lourdes et visibles au quotidien. Les pêcheurs qui étaient avertis, au point où il y a certaines démarches qui étaient menées. Donc je vais dire qu'ils ne sont pas surpris de ce déguerpissement-là. Mais quand même, l'endroit où tu es habitué à y rester avec ta petite famille, et on te déguerpit de là, les conditions de vie changent. Et à vrai dire, aujourd'hui, leurs conditions de vie sont changées et qu'ils ont la peine. Face à ces contraintes, la structure représentative multiplie les initiatives afin de trouver des solutions auprès des autorités compétentes. On a fait des réunions sur réunions. Ces réunions nous ont abouti à faire certaines démarches envers des autorités qu'on a eu à contacter le ministre Tonato. Il y a aussi d'autres ministres qui ont été contactés pour qu'ils nous aident, pour qu'on ne nous fasse pas ce déguerpissement précoce. C'est suite à toute cette démarche-là que nous avions pu étendre la date de déguerpissement qui a été prévue pour les 4. Il y a de collaboration au sein des gouvernants et des administrés. Mais au-delà des revendications, des pistes sont déjà proposées pour redonner espoir à ces hommes et femmes qui vivent de la pêche depuis des générations. Ils sont près de 638 acteurs dans ce domaine et 200 parcelles, 638 personnes affectées de ce déguerpissement-là. Les solutions que moi je propose en tant que syndicaliste, le gouvernement n'a qu'à nous aider en nous accompagnant dans les mesures sociales. C'est près de 600 000 pêcheurs qui travaillent et accompagnent l'économie du Bénin. Ça aussi, c'est des emplois directs et indirects. Donc nous devons aussi préserver ces acteurs-là pour que notre économie ne trouve pas d'impact. Donc aujourd'hui, les conditions sont précaires. Nous demandons auprès des gouvernants de nous aider pour qu'ils nous accompagnent dans des mesures sociales. Sur le terrain, les pêcheurs eux-mêmes témoignent d'un quotidien bouleversé, marqué par la précarité et l'incapacité à subvenir correctement aux besoins des leurs. Notre travail a des problèmes. On ne va plus à la pêche. Les enfants ont faim. On n'a plus où dormir. Notre maison, c'était au bord de la lagune. Avant qu'un père ne détourne un enfant d'un chemin, il doit lui trouver un autre chemin. Nous sommes venus donc rester chez nos frères. On s'est éparpillé un peu partout, jusqu'à Avotro. On ne sait pas quoi manger. Même pour la rentrée des enfants, on ne sait pas encore comment faire. Cette situation nous fait beaucoup déprimés. Dans leur discours, une attente revient sans cesse, celle d'un accompagnement concret pour relancer leurs activités et retrouver leur dignité. Nous savons que c'est pour le bien du pays. Nous cherchons juste où rester pour mener notre activité, afin que les enfants aillent à l'école et que nous arrivons à subvenir à nos besoins.
Nous ne sommes pas contre le déguerpissement. Nous sommes devenus des sans-abri et des orphelins. C'est un dôme à la pleine lune. Que l'État nous aide. Des attentes fortes qui traduisent l'urgence d'une action publique en faveur de ces pêcheurs. Car au-delà des filets et des pirogues, c'est la survie de familles entières et la vitalité de l'économie locale qui sont en jeu. Au Bénin, de nombreuses femmes hésitent encore à consulter un gynécologue, freinées par la peur, la honte ou encore les croyances. Quelles sont les raisons profondes de cette réticence plutôt, et surtout, quelles solutions pour y remédier? Élément de réponse dans ce reportage à signer Kamash Eke. Au Bénin, consulter un gynécologue reste encore, pour beaucoup de femmes, une démarche difficile. Entre tabous, peur et croyances culturelles, certaines hésitent à franchir le pas. Aussi, le coût des consultations et l'accueil dans certains centres ne favorisent pas cette pratique. La gynécologie, vous savez, ça touche à l'intimité féminine. Donc certaines femmes ont la peur d'être jugées ou bien sont très pudiques. Elles ont peur qu'on les juge sur leur forme, leur intimité. Il y a d'autres même qui ont peur que d'autres personnes les voient nues. Tout ça là, ça peut empêcher certaines femmes d'aller consulter. Après ça, il y a également les expériences d'autres femmes, des expériences négatives. Il y a certaines femmes, elles gardent beaucoup plus l'expérience négative, ce qui peut les empêcher d'aller consulter. La peur d'être jugée, la honte liée à l'intimité ou encore la méfiance vis-à-vis des examens médicaux sont autant de raisons qui expliquent ce frein. Mais ces obstacles ne sont pas seulement personnels. Aujourd'hui, dans les familles, la sexualité, tout ce qui touche à la santé reproductive, la santé sexuelle est tabou. Les parents aujourd'hui sont, disons ce que je veux dire, timides, mais n'en parlent pas vraiment avec leur enfant. Ce qui fait que ce que l'enfant ne peut pas avoir à la maison comme information, il ira la chercher ailleurs. Et ce n'est pas toujours au bon endroit. Donc, après ça, il y a également les croyances religieuses et culturelles. Aujourd'hui, on dit que le sexe est dans le mariage, après le mariage. Donc, il y a certaines femmes, elles auront peur. À cause de ça, elles peuvent avoir peur d'aller consulter parce qu'elles auront également cette honte-là. Elles auront également en fait peur du fait que le gynécologue peut leur demander que est-ce qu'elles sont mariées, est-ce qu'elles veulent faire des enfants. Or, ce n'est pas forcément pour avoir des enfants. C'est une question de santé sexuelle. Pas forcément enceinte, pas forcément avoir des enfants, pas forcément être mariée également. Même les jeunes filles peuvent consulter. L'éducation, souvent marquée par le silence autour de la sexualité, contribue elle aussi à entretenir cette réticence. Il s'agira de déstigmatiser les consultations gynécologiques. Alors, pour y arriver, il faut commencer par les sensibilisations, déjà dans les collèges et lycées, informer les jeunes filles dès leur bas âge. Il va falloir les informer du fait que aller consulter un gynécologue, c'est un peu comme aller voir le dentiste, c'est un peu comme aller voir le dermatologue et d'autres médecins. C'est une question de santé sexuelle et reproductive. Cultiver l'empathie et l'écoute chez les gynécologues eux-mêmes. Parce que la femme qui se sent bien accueillie, qui se sent bien écoutée, elle reviendra toujours. La sensibilisation, l'accompagnement psychologique, mais aussi le dialogue au sein des familles peuvent aider à briser la peur et à instaurer une relation de confiance entre les femmes et les professionnels de santé. Car au-delà du tabou, il en va de la prévention et du bien-être de toute une génération. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à nos différentes plateformes Matin Libre Télévision. Portez-vous bien et à très vite.